Salut! Cette semaine, je vais répondre à toutes vos questions. C'est important, avant de démarrer le potager, avant de démarrer la grande saison qui arrive bientôt, soyez patients, encore quelques semaines. Là, j'ai rassemblé pas mal de questions qui vont vous intéresser, même si vous n'avez pas posé de questions. Écoutez bien, c'est très important, parce que bien souvent, c'est les mêmes questions qu'on se pose tous. Alors c'est parti, on y va. Donc première question de David. Alors je n'arrive pas avec les panais, avec la semis, que faire? Et même problème avec la camomille romaine. Alors le pané c'est un légume racine, donc automatiquement le pané lui il aime bien les terres légères. Si vous avez des terres lourdes, effectivement les terres lourdes, ça va être plus difficile. Donc il faut alléger avec du compost ou du sable, des choses comme ça. Et puis après, il n'y a pas de problème pour la SMI, hein. Le panais aime bien le froid, c'est comme un gros radis, donc pas, ou une grosse carotte, donc il n'y a pas de grave problème pour la culture. Je pense que c'est un manque de légèreté du sol. Pour la camomille, donc la camomille, on dit que c'est une plante vivace ou bisannuelle, elle se ressème spontanément. Donc en règle générale, pour faire la SMI par exemple, on récupère dans les petites capsules. Généralement ça se ressème tout seul, donc je comprends pas non plus. La camomille aime bien un peu les terrains un peu humides un petit peu. C'est une plante vivace. Après on peut la diviser, donc je vois pas. Il y a certainement un problème de sol ou d'environnement. La camomille, bon, alors elle peut supporter le soleil, mais c'est vrai qu'elle pousse bien dans les sous-bois, les choses comme ça, un petit peu ombragées. Et puis on la retrouve sur les talus chez nous, par exemple en Normandie. Donc je vois pas où il y a trop de problèmes pour ce genre. Donc faut réitérer et puis trouver le bon emplacement pour la camomille. Alors j'ai une petite serre, j'ai une petite serre dans une plus grande serre, mais pas de tapis chauffant et d'autres systèmes de chauffage. Qu'est-ce que je peux faire germer à l'est de la France sous ces conditions? Notez bien, j'ai zéro fenêtre exposée plein sud chez moi, juste mes serres extérieures. Alors, pour une grande serre, c'est-à-dire dans une grande serre, donc une serre, j'espère que c'est une serre avec des vitres par exemple, et une petite dedans. Donc, mais pas de tapis chauffant. Alors, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez chauffer? Qu'est-ce que vous voulez faire germer dans votre petite serre? Donc, c'est vrai que c'est une bonne astuce aussi. Ça évite de chauffer énormément. À la maison, apparemment, donc zéro fenêtre exposée plein sud chez moi. C'est-à-dire que la serre, elle est à l'extérieur, juste mes serres à l'extérieur, ouais. Donc, alors, pas de système de chauffage. À l'est, il fait quand même plus froid que chez nous dans le nord. Tiens, dans le nord, on va dire en Normandie. À l'est, il y a encore pas mal de gelée. Donc, c'est vrai que avoir double serre à l'intérieur, donc ça protège des vents froids, mais ça va très peu protéger le côté gélif. Donc, si pas tapis de chauffant, pas chauffant, donc démarrer peut-être à la maison quelques salades qui aiment bien donc chauffer un petit peu, puis après les mettre dans la serre, faire un test, regarder un petit peu, mettre un thermomètre, puis regarder quand il fait froid, par exemple s'il fait 0 une nuit, regarder sur le thermomètre quelle température il y a eu cette nuit-là par rapport à l'extérieur avec le double système de serre et faire un test de semis à l'intérieur de la maison. Dès lors qu'il commence à germer, hop, on le met dans la deuxième serre et puis on le protège avec un voile d'hivernage. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas pressé, attendez un petit peu le mois de mars, où là les températures la nuit vont être quand même au-dessus normalement au-dessus de zéro. Et si vraiment vous voulez faire des semis à l'intérieur de votre serre pour, on va dire, avancer un petit peu la germination, avancer un petit peu vos légumes, un tapis chauffant, c'est l'idéal. Surtout avec votre deuxième système, c'est que vous allez utiliser vraiment très peu d'énergie.
Alors, une autre question de Cindy, encore une petite question. Comment créer nos propres semences, tous les fruits et légumes qui ont des graines, noyaux, pépins, c'est facile, mais les autres comme l'artichaut, que veut dire monter en graines? Alors, déjà, on peut retrouver dans les séries de fiches que je propose, la dernière série, justement, toute une série de comment récolter ces semences de légumes. Pour l'artichaut, c'est pareil, hein. L'artichaut, ça va vous faire une fleur violette et vous laissez épanouir. Alors, c'est vrai que l'artichaut aime bien la chaleur, donc il faut vraiment un endroit quand même, donc beaucoup d'espace, un sol profond, hein, parce que c'est une plante géante quand même, hein, l'artichaut, et attendre que la fleur s'épanouisse complètement. Et après l'artichaut, lui, il va s'ouvrir après, hein. C'est une fleur l'artichaut en fin de compte, hein. Il faut attendre que ça s'ouvre et vous allez avoir après des graines qui vont arriver. Alors, bon, c'est vrai que l'artichaut, c'est pas facile. Bon, voilà, essayez de laisser l'artichaut complètement s'ouvrir et vous allez voir par la suite ce que ça va donner. Et pour les autres semences, voilà, les autres semences, allez voir les fiches que je vous propose. Et là, vous allez voir que bon, c'est pas mal de boulot quand même, hein. C'est quand on fait le calcul par rapport aux petits sachets, faut regarder si ça vaut le coup de laisser, par exemple, les choux, les carottes, les choses comme ça, c'est des bisannuels. Et il faut laisser sur la place, sur les planches, quand même 2 ans. Et il y a tout un système aussi de racines, par exemple pour les betteraves, on les défait l'hiver, on retire la racine l'hiver, ou comme les carottes, et on les replante après, ou on peut faire ça aussi avec le chou. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de boulot pour vous les particuliers, pour récupérer, on va dire, peut-être, allez, 3-4 pieds d'artichaut, ou des choses comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre? Après, si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Laissez l'artichaut faire dans son coin. Les betteraves, donc comme je vous ai dit, les betteraves, on les laisse, on les replante dans un endroit donc sableux et haut du potager. Donc on prend la place par rapport à d'autres légumes pour récupérer quelques centaines de graines. Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous avez besoin de perdre du temps pour... voilà, si c'est pour vous amuser, allez-y, amusez-vous. Alors, une autre question de Saint-Upry. Bonjour, mes lilas font énormément de repousses et envahissent mon jardin. Quoi faire? Le lilas, c'est génial. Quoi faire? Là, c'est le moment. Hein, c'est le moment de couper, récupérer le plus possible de racines nues. Alors, on appelle ça en ce moment, tout l'hiver, on fait la plantation des racines nues. Donc, récupérer le plus possible de gourmands, arracher, couper au pied, ce que vous faites hein, avec une bêche ou avec un gros sécateur. Couper le plus possible de tout ce qui vous embête et puis redessiner un petit peu la forme du lilas, si vous le laissez s'il y a un tronc ou pas, ou s'il y a plusieurs rejets, faites un endroit où vous voulez avoir un petit coin lilas, et toutes celles qui vous dérangent, récupérez ces rejets-là et faites des cadeaux. Parce que le lilas, regardez bien, un lilas en pot, c'est pas donné. Et en plus, si vous avez du lilas à fleurs doubles, eh ben, faites des cadeaux. Je peux vous dire que ça va partir comme du petit pain. Alors, une autre question, pareil, de la même personne, de Saint-Upry. Autre question, pour mardi, cet hiver, j'ai mis de la paille sur le potager. Elle est toujours là, est-ce que je dois retirer ou la laisser? Si retirer, quand? Alors, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, que maintenant, ça va être le moment, bientôt, de laisser le sol, c'est-à-dire la terre, se réchauffer. Donc, en fonction de votre région, il faudra, si vous êtes dans le sud, là c'est le moment de retirer, alors faire des lignes, des rangs par rapport à ce que vous allez semer. Si vous allez semer, par exemple, vous allez commencer à semer des radis, par exemple, vous allez ouvrir une quinzaine de jours avant pour que le peu de soleil qu'on va avoir, alors dans le sud, s'ils en ont plus que nous, ça va réchauffer. Parce que si vous laissez la paille, une épaisseur de paille, le soleil va avoir du mal à traverser la paille plus réchauffer, c'est-à-dire ça va mettre plus de temps. Pour gagner du temps, il faut ouvrir. Donc là, on le fait, par exemple, nous, dans le nord de la France, on commence à ouvrir nos paillages sous les tunnels, sous les châssis, sous les serres, pour justement que la terre se réchauffe. Donc il faut attendre une bonne dizaine de jours, voire 15 jours. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, avec un petit thermomètre de sol ou de thermomètre de la maison, vous posez ça sur votre sol pour un thermomètre simple ou de sol. Le mieux, c'est le sol, on va en profondeur. Et là, vous regardez la température. Pour commencer, comme j'avais dit, pour commencer une semis dans un sol, il faut au moins 8 à 10 degrés minimum
pour les radis, pour les salades, des choses comme ça. Donc c'est sûr que si vous mettez dans un sol à 8-10 degrés, ça va mettre plus longtemps à germer que si vous faites la même chose en plaque sur des tapis chauffants ou à la maison pour démarrer. Et après, vous pouvez le remettre en petite micro-motte dans vos rangs qui seront quand même chauffés à minimum 10 degrés et protégés la nuit, pour chez nous par exemple, avec un voile d'hivernage, voire avec un plastique à bulles, voire avec un plastique, un petit tunnel. Dans le même tunnel, par exemple, dans vos grands tunnels, vous faites des mini-tunnels avec un voile d'hivernage si les températures descendent en dessous de 0 degré, parce qu'une petite plante, un petit germe, s'il fait 0, vous allez tout perdre et vous allez gagner votre journée. Alors, une question de Toto, est-ce qu'on peut cultiver la terre sans apport externe comme du fumier ou du compost? Alors, sans fumier d'animaux, on va dire, oui. Vous faites des apports d'engrais verts, de la pelouse, des choses comme ça. Donc là, vous limitez l'apport de matière fécale d'animaux. Et avec du compost, l'avantage du compost, c'est quand même c'est tous les déchets. Donc comme on a un problème maintenant de revaloriser nos déchets, c'est quand même bien de récupérer tous les déchets que vous faites à la maison, tous vos épluchures. Alors bien sûr, si vous voulez pas mettre dans votre compost quelques morceaux de viande et autres, parce qu'on peut le faire, mais en parcimonie, parce que le problème c'est que quand vous allez mettre des morceaux de viande dans votre compost, ça va sentir plus, puisque l'azote va être très importante, donc ça va dégager quand même pas mal de... c'est ce qui fait sentir le compost. Donc si vous aimez pas ça, la viande, vous le mettez ailleurs, vous le donnez à votre chien ou votre chat, ou vous mettez une petite gamelle dehors pour les hérissons ou autres, ils adorent ça aussi. Donc et sans compost, il va falloir, puisqu'un légume, lui, automatiquement, dans le sol, si on parle des légumes, dans le sol, lui, il prend quand même pendant une année, quand même pas mal tout ce qu'il a besoin. Donc après, bon, c'est sûr qu'on peut jouer avec par exemple, tout ce qui est apport, les haricots, par exemple, qui vont vous donner les haricots, les petits pois, les fèves, tout ce genre de légumes qui vont vous apporter de l'azote, qui vont laisser de l'azote dans le sol, et après on va mettre d'autres plantes, même des salades ou autres par la suite, pour que la salade reprenne l'azote qu'elle a besoin. Mais faut pas rêver dans un sol où on va quand même l'obliger pendant un an à donner énormément de nourriture à tous ces légumes. Il va falloir compenser. Ça, c'est clair et net que vous pouvez pas. Alors peut-être au démarrage, si vous sortez d'une prairie, bon, au début, il n'y a pas eu trop de culture, donc ça va. Mais au bout de 2-3 ans, vous allez voir que vos légumes vont être chétifs. Et il faut donner de la nourriture, parce que sinon, vous allez être déçu, puis vous allez arrêter. Alors, bonjour. Une autre question de Delphine. Bonjour, nous pensons maintenant à l'achat de matériel d'arrosage automatique car nous attendons des jumeaux. Vous voulez vous empêcher de la corvée d'arrosage, donc vous avez un puits souterrain, vous avez la culture de fraises, pommes de terre, tout ça. Donc plat, mais bien sous la paille, à proximité de chaque ligne. Quelle marque de conseil? Voilà. Ok, donc j'ai bien compris que ce que vous voulez, c'est réduire un petit peu la corvée d'arrosage. Donc c'est vrai que la corvée d'arrosage, bon, c'est un problème. Donc déjà, si vous paillez bien tout votre sol, déjà, la corvée d'arrosage, en fonction de la région où vous êtes, si vous êtes dans le nord, une fois que vous mettez vos paillages, de la paille, comme moi je fais par exemple, je suis tranquille tout le long de l'année. Si vous êtes dans le sud, là il va falloir, et surtout si vous utilisez par exemple des paillages qui se réduisent rapidement, style du foin par exemple, le foin dans le sud, il va falloir en mettre régulièrement. La paille dans le nord, ça va. Hein, donc moi, je suis tranquille. L'avantage, c'est que la paille, quand il va faire chaud en dessous, l'humidité va se garder. Donc quand vous faites vos semis, quand vous faites vos plantations, bien arrosé, vous remettez votre paillage. Et par exemple, des grosses cultures comme la courgette, tout ce qui est courge ou tout ça, c'est vrai que ça demande, dès lors que c'est des gros feuillages, ça demande beaucoup plus d'eau que par exemple des carottes ou des choses comme ça. Généralement, les carottes, une fois que vous les avez semées, vous avez arrosé un petit peu, mettez votre paillage, là, il n'y a plus besoin. C'est vrai que pour les tomates, les choses comme ça, où ça a besoin d'eau parce que le fruit est important, là, le goutte à goutte est une bonne solution, surtout vous avez un puits, comme c'est marqué dans la question, que si vous avez un puits, donc vous pouvez faire un système avec une pompe qui relève l'eau, hein, on appelle ça comme ça. Vous mettez votre pompe, vous mettez votre système de goutte à goutte. Donc c'est un petit peu d'investissement. Moi j'en propose sur mon site internet du goutte à goutte directement installé. Et après il faut adapter. Donc je vends aussi
les coudes, les choses comme ça qu'il faut. Mais après, c'est par rapport à votre pompe, il faudra adapter. Ça dépend si vous mettez style Gardena ou des choses comme ça. Généralement, à la pompe, si c'est loin, il faudra quand même penser quand même que le diamètre du tube, c'est-à-dire du tuyau d'arrosage, du tuyau que vous allez avoir besoin par rapport à la pompe est quand même plus important. Donc pour pouvoir relever l'eau, puis en plus c'est long, plus il va falloir quand même une pompe assez puissante. Donc je ne sais pas par rapport à la... Là vous me dites que c'est un puits souterrain de 4 mètres cubes d'eau. Donc il faut voir par rapport à la réserve d'eau que vous avez. Vous voyez, il y a tout un calcul à faire donc, pour relever l'eau. Donc il faut regarder par rapport à la pompe. Il faut regarder dedans, ça va vous être marqué une pompe pour tant de mètres, tant de surface, tant de trucs. Donc il faut bien regarder par rapport à l'achat de cette pompe. Et ensuite, eh ben, le goutte à goutte, c'est tout simple, hein, c'est du mécano, hein, c'est hop, comme des Lego, on emboîte ça, on prend la dimension qu'on a besoin, hein, c'est à peu près tous les 20-30 cm à peu près que l'eau diffuse. Et après, vous faites soit un régulateur de goutte à goutte, soit vous surveillez vous-même. Bon, là, apparemment, vous voulez le faire tout vous-même, donc il faudra acheter un, un minuteur pour définir à quel moment vous voulez que ce soit arrosé ou pas. Vous voyez, c'est un système au démarrage quand même un petit peu complexe, mais une fois qu'on a compris un peu le système, donc il faudra surveiller au démarrage. Si vous n'êtes pas trop dans cette technique-là, il faudra surveiller au démarrage s'il n'y a pas trop d'eau par rapport. Donc vous allez soulever vos paillages, vous regardez si la dimension, l'eau s'écoule bien, vous regardez, puis vous régulez un petit peu votre minuteur par rapport si c'est toutes les heures que vous voulez arroser ou pas, en fonction de votre sol, en fonction de votre région et en fonction aussi de la saison, parce que la plante aura besoin plus ou moins en fonction de chaque saison sera différente. Si on a un été très chaud, bah effectivement il faudra quand même l'humidité au pied de vos tomates, mais les tomates elles aiment bien l'eau par exemple régulièrement, mais pas des quantités astronomiques. Par contre, tout ce qui va être aubergine, poivron, eux aiment bien l'eau. Donc si vous faites ça sur la même longueur avec vos tomates, puis après vos aubergines, c'est sûr qu'il y a les tomates qui vont peut-être être soit si vous arrosez trop, vous avez besoin pour arroser un peu plus les aubergines, les tomates vont être peut-être trop arrosées. Et si, ainsi de suite. Donc prévoyez bien votre goutte à goutte, faites peut-être plusieurs planches. Par exemple, un goutte à goutte, vous savez que là c'est vos tomates cette année, une planche. À côté, par exemple, vos aubergines, vos poivrons, parce que vous savez que ça a besoin de plus d'eau. Regardez sur les fiches techniques que je vous propose, je vous le dis, si ça a besoin de plus d'eau ou pas. Donc vous irez sur le site, regardez sur les fiches, et comme ça vous ne ferez pas d'erreur, hein, parce que c'est important. Et puis testez, testez, testez comme d'habitude. Alors, une question de Sébastien. Bonjour, est-ce possible de cultiver des pois chiches sous serre dans le nord de la France? Oui, il n'y a pas de raison, hein, donc ça sème, donc il faut trouver sur les sites spécialisés vente de pois chiches. Donc je sais qu'il existe. Alors moi, j'ai jamais cultivé les pois chiches, mais je sais qu'il existe deux, trois variétés. Donc choisissez la variété par rapport au sol, par rapport à votre région. Et puis le pois chiche, bah, c'est comme des haricots, hein, c'est haricots petits pois, c'est la même famille. Et puis non, non, ça pousse très bien. Alors c'est vrai que bien souvent on le trouve dans le sud de la France, parce que ça aime bien le soleil. Mais si votre potager est bien exposé et vous savez qu'il fait très chaud, le long d'un mur ou autre, pas besoin d'avoir une serre, hein, d'une serre, il n'y a pas de raison que ça pousse pas. Et bah, si vous avez un doute, faites à l'extérieur au bon moment, donc mars-avril, parce qu'il faut quand même de la chaleur, donc plutôt après mi-avril si c'est au nord de la France. Là, vous planterez par exemple dans l'endroit de votre potager où il fait très chaud. Puis faites un test aussi dans votre serre. Et puis après, par la suite, si votre fille aime bien ça, bah, vous savez que dans la serre ça a bien marché, ou à l'extérieur c'était pareil. Et puis après, prenez pas trop de place pour un tel produit qui n'a pas vraiment besoin de. On va dire ça a besoin de chaleur, mais ça a besoin de liberté, on va dire. Hein, contrairement à une tomate où ça va attraper des maladies, des choses comme ça, le pois chiche, lui, une fois qu'il va être parti, à l'extérieur, qu'il pleuve ou pas, du moment qu'il y a une bonne température, lui, il va bien se comporter. Alors, une question de Simon. Quand peut-on tondre la pelouse, pardon, elle fait 15 cm, j'ai entendu que trop tôt, ça peut faire venir la mousse. Et ensuite, faudra-t-il protéger du gel les bourgeons de framboisier, pêcher, prunier lorsqu'ils seront en fleurs? Alors, là, il y a plusieurs questions. Donc, tondre la pelouse quand elle fait 15 cm. Le problème de la mousse dans un gazon, c'est vrai que plus on tombe, plus ça a tendance à, comment on peut dire, c'est que le gazon bah, s'étouffe un petit peu. Alors, bien souvent, c'est parce qu'on a des jardins aussi entourés de haies. L'air ne circule pas.
regardez dans les plaines, les choses comme ça, bah, l'herbe, même si les bovins ou autres, si c'est tondu ou pas, l'herbe, il y a moins de mousse parce que ça circule. Le gros problème chez nous, c'est ces fameux haies de tuya qu'on a tous plantés un peu partout et qui a mis dans une boîte le jardin qui s'est coupé de tout et puis bah, l'air ne circule mal et puis l'acidité des haies de tuya bien souvent bah, ça apporte de la mousse puisque la mousse aime bien quand même les terrains un petit peu acides quand même donc il faut aérer et si vous avez beaucoup de mousse et bah, vous voyez il existe des petits engins qui scarifient le sol et bah, essayez d'ouvrir si vous pouvez votre jardin, enlever des haies, des choses comme ça, et mettez plutôt des haies à feuillage caduc, comme ça l'hiver ça respire, et puis au printemps bah, vous êtes protégé, si vous voulez être protégé par rapport à vos voisins. Et puis tondre la pelouse, si vous n'avez pas de problème de mousse, bah allez-y, vous tondez la pelouse. Alors là en ce moment en Normandie, il gèle pas trop. Évitez de tondre quand vous allez entendre qu'il va y avoir une gelée le lendemain, par exemple. Ça peut l'abîmer, mais bon, les pelouses, par exemple dans le nord de la France, les pelouses sont costauds. Donc si ça vous gêne 15 cm, tondez votre pelouse. Moi, généralement, je la laisse justement à 15 cm, 15-20 cm à peu près, pour garder cette pelouse, cette herbe, pour justement après faire du paillage, apporter de l'azote. Hein, surtout, gardez bien cette pelouse et mélangez-la avec du paillage, style du foin, si vous voulez un compost rapide, ou style de la paille, et vous mélangez bien. Vous faites moitié-moitié, vous aérez souvent, et vous allez voir que ça va vous donner un apport d'azote très important, et vous mettez ça par exemple autour des salades ou des choses comme ça qui ont besoin beaucoup d'azote. Ensuite, est-ce qu'il va falloir protéger les bourgeons des fruitiers? Oui, parce qu'on va arriver dans une période avec le réchauffement, on a bien vu que ça va aller de plus en plus, où l'hiver va être doux, surtout nous en Normandie par exemple, et les derniers coups de gelée, bah, tout ce qui va être fruitier ou autre, hein, toute plante arbustive à fleurs, vont se dire, bah, ça y est, le printemps est là, donc on va débourrer, on va dire, les bourgeons s'ouvrent, et là c'est vrai que, bah, crac, on a un coup de gelée, et moi, ce que je vais penser par rapport à mon jardin, par exemple, à mon jardin, ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer, c'est que justement, je vais aussi palisser ou faire un système d'achat de fuseaux, je vous montrerai ce que c'est, et attacher mon fuseau comme un palissage, comme les fruitiers en U, en palmette, des choses comme ça. Et là, je vais vous montrer justement que bah, la facilité est de réduire aussi les fruitiers de ne pas laisser les fruitiers de monter à plus de 2 mètres. Comme ça, je mettrai un voile d'hivernage dessus pour justement bah, me prémunir de ces futurs hivers qu'il n'y aura pratiquement plus et les derniers coups de froid qu'il y aura. Mars, avril, voire même au mois de mai, c'est arrivé et ils pensent que ça va, ils disent que ça va arriver de plus en plus. Donc, moi, je vais préparer mon potager, je vais vous montrer comment faire justement pour se préparer, puis quand même avoir des fruits à la bonne saison, avec un bon voile d'hivernage que je propose sur le site internet. Hein. Moi, c'est du 30 grammes, c'est ça qui est important. Du 17 grammes, bah, c'est moins cher, mais 17 grammes, bah, 30 grammes, c'est 2 fois plus important. Au lieu d'en mettre 50 couches, vous en mettez qu'une couche, et comme ça, on en use beaucoup moins, et c'est quand même beaucoup plus costaud que du 17 grammes, puisque le 17 grammes, vous le déchirez facilement. Ensuite, pour le pêcher, en fonction, j'ai pas vu la région, mais en fonction pêcher prunier, pêcher si vous êtes dans le nord de la France, bah, c'est pas évident, donc faites plutôt un mini pêcher. Par exemple, laissez pas plus de 2 mètres. Et puis là, prévoyez, comme le prunier par exemple, au lieu de laisser vos fruitiers monter à 3-4 mètres, ça ne sert à rien, puisque le pêcher, par exemple en Normandie, bah, c'est rare qu'on a des pêches. Hein, ou alors bien souvent, ça ne mûrit pas jusqu'au bout. Donc on a pas mal de pêches. Et puis bah, les pêches restent vertes, puis on est déçu. Donc déjà, le pêcher, il faut quand même le mettre dans un endroit très chaud, hein, bien protégé des vents froids, les courants d'air. Et bah, je vous montrerai comment faire par la suite pour protéger un petit peu tous ces arbres fruitiers. Alors, une question de Jean-Philippe. Bonjour Adolphe, je suis en train de terminer la construction d'un bac dans mon potager. Pour le remplir, je pense déposer au fond une couche de carton, puis compléter avec des feuilles mortes récupérées cet automne. Ensuite, il y a la question du terreau. Et là, j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans toutes les offres de jardinerie ou de supermarché. J'apprécierais un éclairage sur cette question. Merci Philippe. Alors, je suis en train de préparer la construction d'un bac dans mon potager. C'est-à-dire un bac au sol, je pense, oui. Alors, il faut savoir qu'un bac, je vais vous expliquer un petit peu, on voit partout où maintenant on fait des bacs, on fait des carrés un petit peu partout.
Le problème des bacs, c'est que c'est un nid à limaces. C'est-à-dire que tous les petits insectes, tous les, alors aussi bien les bons que les mauvais, vont venir se nicher entre vos planches. Donc si vous pouvez limiter, hein, je vois un petit peu partout que des fois on fait des potagers où il y a 40 bacs un peu partout. Ce qui va se poser comme question, comme problème, c'est que vous allez avoir des nids, les limaces, les escargots vont pondre entre votre planche et le sol. Et puis au moment où vous allez voir que, par exemple, par rapport à l'exposition, les limaces vont aller pondre côté nord, au frais, et puis vous allez avoir une invasion de toutes ces petites limaces, tous ces petits escargots, parce qu'il n'y a rien de meilleur d'avoir une petite planche au frais. En plus, si vos légumes dépassent tout ça, donc ça va encore plus garder la fraîcheur. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de laisser pas mal de planches. Moi, je vais vous montrer que je vais faire une petite planche tout autour. C'est parce que j'ai un terrain qui est quand même légèrement en pente et je veux regagner un petit peu la pente. Donc je vais mettre un petit carré de planche tout autour et surtout pour délimiter un petit peu l'herbe qui pousse, qui est un petit peu envahissante, les chiens d'en haut qui viennent sur le potager. Donc c'est pour limiter la corvée de désherbage. Mais méfiez-vous, si vous faites beaucoup de choses comme ça avec des planches ou autres, hein, planches béton ou autres, c'est un nid à surtout les escargots, les limaces. Donc surveillez bien quand vous allez faire vos bacs. Ensuite, une couche de carton si tu veux, alors toujours les cartons sans éviter avec les encres dessus. Moi personnellement, carton, j'en mettrais pas. Je mettrais pas de carton. S'il y a eu un bon compost, je mettrais d'abord un bon compost. Mais avant tout, regardez la nature du sol. Alors, je ne suis pas pour le labour, mais j'ai toujours dit au démarrage, quand on démarre un potager, regardez ce qu'il y a en dessous. Il faut mieux faire un bon labour au démarrage, avant de quoi qu'on commence, parce que bien souvent, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a eu, moi, comme je vous avais expliqué dans mon terrain, moi, et je me suis retrouvé avec des parcelles où il y avait des bâtiments qui n'étaient pas notés, et j'ai retrouvé des pneus, des machins, des bidules. Donc si j'avais pas fait ça, je me serais dit, tiens, mes légumes ou autres, mes arbustes ne poussent pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, effectivement, en dessous, il y a plein de cochonneries. Donc on ne sait pas, si vous ne savez pas l'origine du sous-sol, faites déjà au moins un bon fer de bêche pour regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Et à ce moment-là, là, vous avez allégé votre sol. Donc c'est vrai que vous allez détruire un petit peu pour une première fois ce qui est en dessous. Ça va vous permettre aussi de regarder si, quand vous allez faire un premier labour, là, vous allez vous regarder s'il y a plein de vers de terre, c'est que déjà c'est bien riche. Donc si c'est bien riche, c'est que déjà le sol en dessous est bien. Si c'est un sol argileux, eh ben compost, terreau. Alors si c'est pour alléger un sol argileux, là ça va être le moment des promotions des terreaux pas chers. Donc regardez bien quand même pas cher. Vous en achetez un, vous regardez si c'est de la caillasse, si c'est des bouts de branches de merdouille, des bouts de plastique, des bouts de machin, parce qu'on voit tout quand même. Quand c'est pas cher, il faut faire attention. Donc vous regardez. Si ce qui se passe aussi, c'est que vous avez dans vos déchetteries, eux, ils ont quand même un cahier des charges très important. Et bien souvent, le sac de terreau, vous le vendez à 1, 2, 3 euros, pas plus. Et là, c'est suffisant pour alléger, parce que c'est un petit compost. Donc vous allez alléger votre sol pour démarrer votre carré potager. Après, ensuite, récupérer les feuilles mortes, tout ça. Bon, le problème des feuilles mortes, ça dépend ce que c'est. Ils vont avoir du mal à se décomposer si c'est des feuilles quand même assez dures. Donc, vous voyez, les petites feuilles vont être rapidement décomposées par tous les vers de terre et autres. Mais au démarrage, ça va quand même colmater. Donc, faites attention un petit peu. Faites peut-être, moi, personnellement, ce que je ferais avant de démarrer. Donc, un petit labour pour regarder, un seul labour. Hein. Après, on laissera faire la nature, mais un seul labour pour regarder ce qu'il y a en dessous. Une fois que vous avez bien étudié ce qu'il y a en dessous, les vers de terre, les cloportes et autres, vous allez regarder tout ce qui se passe quand vous allez remuer. Hein, et si vous voyez des vers de terre, tout ça, les coupez pas ou autres. Hein, c'est pas vrai que quand on coupe un ver de terre en deux, il y en a 50 qui repoussent. Donc vous les prenez, par exemple, les vers de terre, vous remuez, hein, vous les mettez dans une boîte, vous remuez, vous n'allez pas à la pêche avec. Hein, non, non, vous les gardez pour votre potager. Vous les gardez, vous remuez, vous achetez votre sac alors le terreau en jardinerie ou autre, hein, vous voyez, vous regardez un petit peu. Là, il n'y a pas besoin d'investir dans un terreau cher, ça ne sert à rien. Là, vous mélangez bien votre terre argileuse. Alors, si c'est une terre sableuse, par exemple, là, il faudra apporter de la terre argileuse. Donc, il existe, moi j'ai vu ça dans les jardineries, où vous allez voir des amis qui ont des terres argileuses, où là, vous mettez un seau de 10 litres pour à peu près
4-5 mètres carrés à peu près, vous regardez par rapport à la nature de votre sol argileux ou votre sol sableux, vous mélangez bien. Et il faut pas que ça, faut que ça fasse à peine une boule. Donc vous améliorez ça, vous voyez, il faut que ça vous file un petit peu, mais en faisant un petit peu pression, que ça vous fasse une boule ou pas. Vous voyez, là c'est une question d'habitude. Donc vous allez bien mélanger tout ça. Et là, moi, je ne mettrai pas les feuilles. Je les mettrai à part dans mon compost ou dans un petit coin. Et quand ils vont être bien décompostés, là, je les rajouterai à fur et à mesure dans ce genre de bac de votre potager. Moi, c'est ce que je ferai. Voilà, c'est comme ça que je ferai pour vous, Philippe. Alors, une question de Cindy. Salut Rodolphe, j'espère que tout roule pour toi. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos géniales. Grâce à toi, Céline et moi, nous nous lançons dans le potager. Voici mes questions. Salut Cindy et salut Céline. Peut-on faire pousser melon et pastèque en hauteur? Quelle taille doit faire une planche de culture au minimum? Doit-elle être plus grande pour les gros légumes? Quels légumes, plantes doit-on associer ensemble pour booster les productions ou limiter les invasions? Je sais que la nette repousse les limaces, donc bon pour les laitues. Comment faire monter des productions en graines pour les conserver et les replanter l'année d'après? Doit-on faire tourner les cultures si nous amenons beaucoup d'amendements à notre terre? Je pense que j'ai fini. Bon courage et à très vite. Alors, Cindy, Céline. Donc, peut-on faire pousser des melons pastèques en hauteur? Oui. Il faudra quand même attacher la pastèque et le melon, parce qu'à un moment donné, la hauteur, bien sûr, on peut tout faire en hauteur, hein. Quand on n'a pas beaucoup de place, effectivement, on gagne de la place en hauteur. Le seul truc qu'il va falloir, c'est quand même harnacher. Si une pastèque, c'est énorme, hein, ça pèse quand même plus de 3-4 kilos. Donc il va falloir quand même les attacher au moment où vous voyez grossir, grossir. Par exemple, faire un système d'étagère, par exemple, sur votre support, peut-être si c'est en bois, par exemple, ou voilà, faire une petite planche, faire un système qu'elle repose sur la planche. Et pareil pour le melon. Bon, le melon, c'est un peu plus léger, donc il y aura moins de soucis. Maintenant, voilà, faut adapter votre support par rapport aux plantes. C'est les cornichons, les courgettes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les gros légumes, là, c'est un petit peu plus délicat. Donc, à vous de voir, vous adaptez, vous testez comme d'habitude. La planche doit être plus grande pour les gros légumes, plus grande. Et effectivement, une planche, il faut quand même que ce soit adapté aux légumes. Bon, généralement, c'est au minimum 1 mètre carré que vous allez faire pour la planche. Parce que si vous mettez une courgette au milieu et que vous faites une petite planche de 30 sur 30, ça va dépasser. Si vous aimez ça, si ça ne vous pose pas de problème, ça peut dépasser, aller dans les allées, mais voilà, question logistique, c'est à vous de voir. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus vous allez faire des planches, plus, parce que là je réponds à votre autre question pour éloigner quels sont les légumes qui sont associés, boostés, tout ça. Donc ça, je le donne, toutes ces informations-là, je les donne dans les fiches techniques, comment associer après tel ou tel légume. Donc ça, vous avez tout ça dans les fiches techniques sur comment cultiver vos légumes. Et pour les limaces, tout ça, les limaces, c'est la même chose. Plus vous allez mettre des cachettes, des petites cachettes pour eux, et ils vont aller se cacher les journées chaudes, et puis le soir, ils vont y aller, ils vont aller manger tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qui est à base de répulsif, on va dire, de telle ou telle plante, c'est quelque chose qui va être limité, hein. Le système par exemple, de bière, par exemple, on va dire la bière, ça va attirer, donc ça va vous en attirer beaucoup plus que peut-être que ce que vous aviez au démarrage. Donc, voilà, testez, regardez. La nette, si vous pensez que la nette dans votre coin, par rapport à l'odeur, ça marche vraiment, il va falloir renouveler. Vous savez, c'est les petites bestioles, quand ils ont faim, ils y vont, hein. Il y a des moments, ils bouffont même la nette. S'ils ont vraiment faim, s'ils n'ont vraiment pas de quoi se nourrir, ils mangeront la nette. Ce qu'il faut savoir, c'est que en règle générale, tous les gastéropodes, eux, mangent un légume quand le légume est un petit peu, voilà, il est en souffrance. Et c'est comme ça qu'on a plus ou moins, euh, en ce moment, on est en train d'étudier un petit peu, parce que vous savez que le jardin, ça fait pas 50 ans qu'on utilise vraiment le jardin, parce que apparemment le jardin, la culture et autres, il fallait mettre des engrais, des machins comme ça, on s'en occupait pas. Maintenant, il y a quand même des personnes spécialisées qui s'occupent vraiment depuis, allez, 20-30 ans, c'est très très jeune, pour vraiment s'occuper, qu'est-ce que font les vers de terre, tout ça. Donc
c'est quand même, faut donner un bon coup de chapeau à ces personnes-là, qu'il faut continuer à étudier un peu le potager. C'est comme ça qu'on sait que il fallait pas retourner, qu'on faisait ça depuis longtemps, qu'il faut pailler pour garder l'humidité. Et vous voyez, donc on avance tout doucement. Donc tout ce que je vous dis là, c'est quand même pas des généralités. C'est par rapport à votre jardin. C'est à vous, c'est votre jardin. Donc faut regarder tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans votre jardin. Si vous avez des oiseaux, c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas d'oiseaux, c'est qu'il y a un prédateur qui bouffe vos oiseaux. Donc peut-être que si vous avez plusieurs chats, il va falloir limiter peut-être les chats dans ce genre de potager. Alors le chat, il peut aller partout, mais bon, s'il y a un grillage, s'il y a des choses comme ça, des filets, il va moins venir, par exemple, ça va plus l'embêter. Donc, vous voyez, c'est à vous d'étudier un petit peu votre potager, étudier l'environnement. Donc l'environnement autour du potager est important. Je vais vous montrer dans mon potager, dans le carré que je vous propose. Je vous ai fait un atelier jardinage pour pouvoir filmer ici, pour pouvoir stocker, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et autour de cet atelier, je fais un potager. Autour, je fais des fruitiers, c'est-à-dire un verger. Autour, je vais faire des haies pour attirer plus d'oiseaux, attirer plus d'auxiliaires. Les prédateurs seront là aussi, mais il y aura les auxiliaires. Donc tout le monde va trouver, ça va être un vrai restaurant, donc tout le monde va faire son boulot pour justement limiter, alors moi, aucun produit chimique, mais il y a des années, ça va être comme ça va être mieux que d'autres. Regardez, l'année dernière, c'était pourri, on avait beau faire des potions magiques, ça n'a rien donné puisque la saison était comme ça. Donc on fera mieux cette année, on espère. Mais alors, bien sûr, tout ce genre de petits trucs qu'on vous donne, moi je vous donne aussi des astuces, telle ou telle plante repousse, ça, il faut le faire. Ça permet, comme la culture avec la lune, si vous n'y croyez pas, si c'est le même jour où il faut planter des tomates, faites-le, comme ça vous donne un coup de main. Il faut tester, 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 c'est ça le plus important. Et après, doit-on faire tourner les cultures? Donc pareil, pour avoir beaucoup d'amendements dans notre terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sol, les légumes, eux, vont pomper le maximum de nutriments dans votre terre. Donc en une seule fois. Donc votre sol ne va pas régénérer. Il faudrait par exemple se dire, si j'ai cultivé tel légume, il faudra le laisser pendant 3 4 ans sans rien, c'est-à-dire que la nature reprenne le droit dessus. Et puis laisser la nature faire tout ce qui est vers de terre et autres à l'intérieur. Et puis donc il faudra attendre 5 6 ans, voire 10 ans peut-être par rapport à la nature du légume que vous allez mettre dedans. Donc automatiquement, il va falloir apporter de la nourriture. Donc en fonction. Donc c'est vrai que dans la même année, on apporte tel ou tel légume. Donc tout ça, c'est sur les fiches techniques que je vous propose pour vous donner un petit coup de main d'éviter de rajouter telle ou telle chose. Vous savez que la meilleure chose que vous avez autour de chez vous, c'est de la pelouse. La pelouse, de la tonte de gazon, c'est de l'azote. Donc mélangez cet azote, laissez sécher un petit peu, puis mélangez avec un petit peu de paille, un petit peu de foin, et vous mettez ça autour de vos salades. La diffusion, ça va vous donner de l'azote. Par exemple, pour les choux aussi, ça va vous donner de l'azote. Donc vous voyez, il y a des petites techniques comme ça, mais bien souvent, il va falloir apporter les composts régulièrement, surtout tout ce qui est tomates, tout ce qui est potiron, tout ce qui est gros légumes à grosses feuilles qui vont pomper, qui vont puiser pas mal de nourriture dans votre sol. Il faudra apporter de la nourriture, engrais verts, compost et autres. Ça, c'est important. Alors, une autre petite question de Stéphane Nicolas. Bonjour Adolphe. Merci. Petite question. Serait-il possible d'ajouter la date de chaque diapo histoire qu'on la voit sur le Pestcrim? Je ne sais pas si ce sont des vidéos faites à partir d'un tableau où elles sont faites une par une. Merci, bonne vue. Donc là, c'est sur une question sur les fiches techniques, c'est-à-dire les 365 jours au potager que je vous ai fait cette année, sur comment travailler, comment cultiver avec la lune. Alors, je ne suis pas trop spécialisé le prime scrim, donc si tu peux me dire un petit peu à quoi ça correspond, je ne comprends pas trop la question. Vous voyez, je vous les donne en direct, hein, je n'ai pas été chercher ni rien, je pourrais aller chercher, voir un peu ce que c'est, mais Stéphane, il va nous répondre un petit peu. Et bien sûr, ils sont faits à l'avance, parce que imaginez-vous, c'est 1 minute 38 de vidéo, mais c'est des heures et des heures de préparation, hein, comme toutes les vidéos, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça se prépare en amont. Donc comme l'hiver, là en ce moment j'ai moins de boulot à faire à mon métier qui est producteur de plantes aromatiques et plantes vivaces et légumes. Là je les fais en ce moment, donc je les prévois, donc je les enregistre et puis après YouTube me les diffuse parce que je programme un petit peu
tous les jours, et comme ça vous les diffuse. Donc, si tu peux me répondre un peu plus à ce que tu veux exactement, pour voir un petit peu, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ta question. Ensuite, pour le partage ton bio, bon, pas fan de l'almanach et pourtant j'ai essayé. Grâce à André Abrahim, j'ai plein de nouvelles chaînes à découvrir pour 2022. Du coup, on se revoit en 2023. Bonne continuation. Bah oui, c'est vrai qu'André il nous a fait une petite vidéo qui était super sympa et ce qu'il fait, c'est génial aussi. Justement pour nous faire tous découvrir donc les 20, 30, 40. Alors meilleur, moi je dis qu'on est tous meilleurs dès lors qu'on poste une vidéo et qu'on partage son savoir-faire ou ce qu'on a envie de partager, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, ça c'est génial parce que tous ceux qui fabriquent des vidéos savent ce que c'est de fabriquer une vidéo sur YouTube et surtout de pouvoir la poster la première fois sur YouTube. Alors n'attendez pas de gagner des fortunes, n'attendez pas la première journée d'avoir des millions de vues, ça c'est pas vrai. Et le plus important, prenez du plaisir à partager vos vidéos. Même si vous ne vous sentez pas à l'aise, peut-être, j'en vois beaucoup qui font des vidéos sans se montrer, montrez-vous. Parce que faire des vidéos sans montrer, on regarde vos vidéos, c'est par rapport à la personne. Moi, je ne plais pas à tout le monde, et heureusement, parce que j'aurais plein de boulot. Chaque vidéo, c'est-à-dire youtubeur, on va dire, à sa personnalité, à son savoir-faire, à comment expliquer un petit peu sa vidéo. Les plus gros chez nous, c'est Olivier. Olivier ne connaissait rien au potager, il n'était pas dans ce monde-là avant. Il a appris tout doucement avec André, par exemple, avec d'autres. Il a regardé. Et puis, ce qui vous a plu, c'est sa fragilité. Il est là à vous montrer un petit peu tout ce qu'il a raté. Donc, c'est comme ça, certainement, qu'il a eu sa communauté et qu'on l'a regardé, qu'on a vu un petit peu l'évolution qu'il a fait rapidement. Puis surtout, il a pris du plaisir à mettre les mains dans la terre. Et une fois qu'on a mis les mains dans la terre, soit on n'aime pas. Ça, c'est clair et net. Donc, alors ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu n'aimes pas, tu n'es pas fan de l'almanach. Donc ça c'est important, même pour les autres, de me dire, ça fait avancer. C'est surtout pour se dire, moi j'ai lancé ce genre de petites vidéos. C'est vrai qu'on le trouvait souvent dans des bouquins, des choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant YouTube prend une part énormément dans nos vies. Hein, pour tous ceux qui regardent un peu YouTube, YouTube fait des énormes scores. Donc moi j'avais envie de mettre ça en vidéo pour que tous les matins vous ayez un petit peu cette petite fiche de culture pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire le matin, dire tiens ce matin, ou comme je vous avais dit, les concentrer toutes celles de la semaine, puis dire voilà toute la semaine Rodolphe il a dit qu'il fallait faire ça, alors Rodolphe il a dit non, ces vidéos là c'est tout un ensemble, c'est par rapport à la Lune. La Lune, c'est pour moi qui a créé la Lune, hein, donc automatiquement par rapport à l'évolution de la Lune, c'est comme ça qu'il faut faire par rapport aux montées, descentes de la Lune. Vous voyez, il y a tout un facteur où on met en place, et c'est comme ça qu'on dit que c'est comme ça. Alors, il y a eu des études, soi-disant, qui ont été faites que c'est pas vrai, que machin bidule. Alors, je sais pas que c'est pas vrai, mais pour moi, regardez quand une femme est enceinte, quand il y a les pleines lunes, les machins, demandez aux infirmières s'il n'y a pas un regain de natalité à ce moment-là. Pourquoi, pour qui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans la tête ou pas? Je ne sais pas. Regardez, la Lune fait quand même monter les eaux et autres. Donc moi, je pense que la Lune est une influence comme tout ce qui est sur la Terre. Tout ce qui est sur la Terre, regardez les plantes qui vous indiquent la nature du sol et autres. Donc tout ce qu'il y a sur la Terre n'est pas là par hasard. Hein. On n'est pas les seuls hommes sur Terre où on sait tout, on sait. Non, ça c'est pas vrai, c'est une utopie carrément. Hein, ça c'est bon pour les farfelus. Moi je dis tout ce qu'il y a sur Terre n'est pas là par hasard. Donc n'hésite pas, partage ton bio à me dire pourquoi. Et puis effectivement, chapeau à André avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il partage pour nous tous. Ensuite, Sandrine, en région Auvergne, que faire au potager, s'il vous plaît? Donc toujours pareil, c'était une fiche du 30 janvier. Alors en Auvergne, en fonction de l'Auvergne, il faut regarder. Moi, je ne connais pas trop l'Auvergne, mais en fonction des plateaux ou autres, donc l'Auvergne, regardez s'il fait froid quand même. Si votre potager est entouré de haies, par exemple, des haies, les haies protègent des vents froids, par exemple. Donc si vous démarrez votre potager tranquille, tranquille, c'est qu'au mois de janvier, on n'est qu'au mois de février. Continuez à regarder les vidéos, les miennes et les autres, pour justement apprendre un petit peu
de regarder ce qui se passe autour de chez vous, allez voir les anciens, s'il y a des anciens autour de chez vous qui eux font déjà du potager, c'est la meilleure source, c'est pas de la généralité, mais de l'autre côté ils vont vous donner des astuces, ils vont vous dire nous les anciens, dans notre coin, parce que je vous ai toujours dit que par exemple moi dans mon coin, à 20 km de chez moi, on appelle ça la petite Sibérie, parce que c'est une plaine plus ou moins en hauteur, où les vents froids sont tout le temps là, et là j'ai un mois d'avance par rapport à eux, hein, parce que il fait tellement, les vents sont tellement froids que il faut attendre. Donc il faut protéger avec des plastiques, protéger avec des tunnels ou autres pour garder un peu de chaleur. Donc voilà, suivez bien mes vidéos et là vous allez voir par rapport à l'évolution. Mais au mois de janvier, tranquille, tranquille. Reposez-vous, vous allez avoir pas mal de boulot à partir du mois de mars, donc tranquille. Alors une question de Christophe, c'était sur une vidéo que j'avais faite il y a longtemps qui avait bien marché. Les serres tunnels, ce qu'on vous cache. C'est-à-dire que ce que je voulais expliquer il y a longtemps, que je voyais que c'était la grande mode de mettre des tunnels, des serres, des machins partout dans tout le jardin. Ce que je voulais dire, c'est que faites attention, parce que vous avez vu le prix d'une serre. Alors, un petit châssis, c'est pas grave, mais tout de suite, une serre, alors en verre, là, ça coûte une fortune. Un tunnel, c'est tout de suite 500, 1000, en fonction de ce que vous allez faire prendre comme grandeur. Et puis dans les lotissements, c'est interdit. Il n'y a déjà même pas le droit de mettre une étante à linge ou autre. Donc méfiez-vous, n'achetez pas et puis plantez pas, installez pas votre serre ou votre tunnel. Puis attendez pas que le maire ou le voisin à côté, si vous n'êtes pas bien ou autre, vous dise mais dites, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc allez vous renseigner. Ce que je voulais vous dire, c'est allez vous renseigner à la mairie par rapport à ce que vous avez le droit ou pas, surtout quand vous êtes dans un lotissement. Après, c'est vrai que comme moi, par exemple, je suis en campagne, je gêne pas, mais il y a quand même des contraintes. Des contraintes où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et heureusement quand même. Donc, par exemple, moi, on m'avait posé la question, est-ce que tu as demandé un permis de construire pour faire l'atelier où je suis? Moi, c'était des dépendances que j'ai démontées parce que j'étais dans un état pas possible, que j'ai remonté dessus. Donc, c'est une simple demande auprès de mon maire que j'ai demandé. J'ai dit que j'allais refaire parce que c'était dangereux de laisser des dépendances comme ça. Donc, il fallait remettre parce que, voilà, il fallait refaire quelque chose. Il ne fallait pas laisser ça à l'abandon. Ça aurait pu même les tôles hautes s'envoler chez le voisin, abîmer quoi que ce soit. Donc, il fallait faire quelque chose. Ça, c'est important. Et bien souvent, quand vous avez des dépendances qui sont à l'abandon, le maire ou autre ou votre voisin dit qu'il faut faire quelque chose parce que là, quelqu'un peut se blesser, quelqu'un qui vient chercher son chien, par exemple, chez vous, vous n'êtes pas là ou un truc, et il vient dans la dépendance parce que le chien est coincé, puis qu'il se prend une poutre de votre dépendance, c'est vous qui êtes responsable. Donc, méfiez-vous avant d'installer quoi que ce soit, demandez au maire. C'est vrai que c'est embêtant, il y a des moments, on a envie de faire ça, et puis on se dit, oh, j'ai acheté une maison, je ne suis pas maître chez moi. C'est vrai, c'est malheureux, mais c'est comme ça, donc il faut faire attention. Alors, une petite question pour Christine. Christine qui me pose, salut, pourquoi faire une vidéo où fiche comment cuisiner un légume? Eh bien, c'est prévu, mais ça, c'est énormément de boulot parce que justement, je vais vous faire la prochaine, alors peut-être pas la prochaine, mais pour l'année prochaine, justement, vous faire des fiches de légumes avec ce qu'on peut faire avec les légumes par saison. Parce que manger des tomates au mois de décembre, je trouve ça lamentable. Donc il y a pas mal de petites recettes qui correspondent aux légumes. C'est-à-dire déjà de savoir faire. Moi je connais pas mal de gamins, hein, j'ai des enfants, ils sont jeunes, et moi j'ai appris à mes gamins de faire un petit peu le minimum de cuisine. Dans d'autres familles, je vois des gamines ou autres, des gamins qui ne savent pas faire un œuf sur le plat. Donc c'est dommage, parce que quand ils vont plutôt aller acheter des trucs surgelés ou des trucs comme ça, alors que, on va dire, allez, une bonne entrée de carottes, râpée de carottes, qui va très vite maintenant avec des petits robots, des petits machins, des petits trucs tout simples, un peu de râpé de betterave, avec une petite échalote, un petit peu d'huile d'olive ou toute autre huile que vous aimez, c'est quand même meilleur que une cochonnerie qu'on va manger surgelée ou ultra transformée. Donc justement, c'est prévu. Donc, eh ben, continuez. À vous, peut-être me lancer aussi des idées de cuisine que je pourrais mettre. Et puis, j'hésiterai pas à vous citer. Comme quoi, si vous me donnez des petites recettes, par exemple, dans cette fiche-là, si je mets, par exemple, je tiens une recette de carottes râpées avec des trucs dedans, et justement, si c'est votre recette, je mettrai votre nom en dessous sans problème. Alors, une autre question de Maryse. J'ai des graines de pak choi,
puis je l'ai semé en février. J'ai goûté ce légume l'an dernier, cuit ou en salade, très bon. J'ai gardé les racines et ça a repoussé, donc je coupais les feuilles au fur et à mesure et j'en ai laissé fleurir pour avoir les graines pour cette année. Alors, c'est un chou, hein, c'est des variétés de choux. Alors, ça aime bien la chaleur, donc au mois de février, non. Non, sauf si vous avez une serre chauffée ou autre, mais ça sert à rien. Soit on les fait, allez, au mois d'avril, sous serre, chauffé à chaud, pour les avoir un peu plus tôt. Mais en règle générale, ça se fait plutôt en semi-direct au mois de juin pour récupérer à l'automne, fin d'été, début d'automne, puisque c'est une variété de chou. Et après, voilà, c'est un chou, donc ça a besoin d'azote. C'est la même culture qu'un chou. Donc regardez sur les fiches techniques comment cultiver un chou, et c'est la même culture, c'est la même chose. Sauf qu'il faut quand même le semer le mieux, c'est au mois de juin pour pas, si vous n'avez pas l'habitude, prenez pas de risque. Faites-en un petit peu dans des pots, par exemple à l'intérieur, et faites-en en semis, et comme ça vous regardez les meilleurs. N'oubliez pas qu'en pot, le chou, faire de la culture de chou en micromotte en pot, c'est assez dur parce que le chou, il faut que la tige soit bien dure. Hein, tous les choux, c'est comme ça qu'on fait. Si vous avez un chou avec une tige un peu tordue, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc, bon. Alors, une question d'Anita. Bonsoir Duff, merci pour tous ces bons conseils. Moi j'ai un problème car en 2021 j'ai mis des tomates sur 3 parcelles alors que je ne sais pas comment faire la rotation des légumes. Anita, donc de Tourcoing du Nord, donc au Nord, donc pas loin de chez moi. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas grave hein, d'avoir mis. Alors en plus, est-ce que les tomates ont attrapé la maladie? Alors maintenant il y a deux choses qui se passent. C'est-à-dire qu'avant on disait, moi j'ai appris quand j'étais gamin, quand les tomates ont eu des maladies, il faut brûler les feuilles et autres pour pas que les spores restent dans la terre et autres. Alors que maintenant, on vous dit que dans un morceau de terre, hein, si on va dire 1 mètre sur 1 mètre, il y a tous les spores des mauvais champignons, des bons champignons, de toutes les mauvaises graines, des bonnes graines. Tout est là dans ce carré et pour moi, c'est quand même un peu plus logique de comprendre cette phase-là, puisque c'est vrai que les graines ne viennent pas par magie, donc ils viennent bien de quelque part. Donc c'est vrai que pour ma part, ils se développent en fonction de la nature du sol, en fonction de comment vous allez travailler votre sol, comment la saison va être. L'année dernière, c'était humide et chaud, et toutes les maladies, tous ces champignons, le mildiou et autres, sont arrivés parce ils étaient dans la terre, ça a été une condition favorable, puis ils sont venus, puis on avait beau traiter ou autre, c'était le climat qui était comme ça. Donc, c'est pas grave d'avoir mis les tomates. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la tomate, si elle a bien donné, elle a épuisé votre sol. Donc, remettre du compost, remettre des amendements naturels et adapter par rapport à la future rotation que vous allez faire. Donc, les rotations, tout ça, vous allez trouver ça dans les fiches techniques que je vous propose sur le site internet. Hein. C'est vrai que j'insiste, à chaque fois je vous le dis, mais je ne peux pas le redire sur chaque légume parce que sinon il y a tellement de choses à rajouter et autres que je vais faire une vidéo de 20 heures, donc ça sert à rien. Donc allez voir les fiches. C'est 15 balles, hein, c'est rien hein, par rapport au boulot que j'ai fait par rapport à ça. Vous avez ça, je vous ai toujours dit plastifier, je vous ai fait des fiches avec des petits crobards dessus. De l'autre côté, vous avez toutes les inscriptions, vous mettez ça côte à côte. Vous plastifiez ça. Si vous n'avez pas de plastifieuse, il existe les petites pochettes en plastique. Ça vous permet de les sortir dehors. Vous regardez vos petits crobards. Vous dites hop, ça c'est facile visuellement, rapidement. Hein, ça peut être lu par tout le monde. Et puis de l'autre côté, vous retournez. Là, je vous explique bien ce qu'il faut faire, les rotations, pourquoi et autres, les semis et autres. Et ça, c'est important. Et si vous démarrez le potager, ça c'est un allié énorme. Et il faut vous avoir mes fiches ou autres. Il faut les bouquins, il faut les trucs qui sont en plus de toutes les vidéos qu'on vous propose. Ces fiches techniques, c'est de la généralité, je répète toujours, c'est général, le plus important, c'est tester par rapport à ce que vous faites. Donc, vous préoccupez pas de ce que vous avez mis. Moi, je connais des personnes qui ont fait maintenant, depuis des années, des tomates dans le même tunnel. Avant, on disait, il faut surtout pas faire ça. Et en fin de compte, on s'est appris avec le peu qu'on sait maintenant, qu'on avance tout doucement, dans ce genre de travaux de certaines personnes qui font maintenant et des vrais travaux qui sont réalisés et qu'on s'aperçoit que voilà, le plus important, c'est de redonner de la nourriture au sol. Après, les maladies, voilà, c'est en fonction du sol. Donc, voilà,
il faut donner de la nourriture. Voilà, j'espère que j'ai répondu. De la nourriture. Donc regardez bien sur les fiches qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux tomates. Et puis dans une autre parcelle, si vous avez que 3 parcelles, remettez dans une parcelle des tomates. Et peut-être dans cette parcelle, peut-être pas faire que des tomates. Par exemple, côté, vous voyez, par rapport à l'exposition de votre parcelle, faites une hauteur de tomates. Et puis par rapport à l'ensoleillement de votre parcelle, et ben devant ces tomates-là, remettez des salades, remettez ce que vous voulez au pied, et puis sans problème, au lieu de faire complètement la parcelle de plein de pieds de tomates, et puis garder, parce que entre les tomates, on peut mettre des haricots, on peut mettre par exemple des salades, c'est facile, on peut mettre des radis, des choses comme ça, que ça c'est facile, avant que la tomate grandisse, bah, vous allez récupérer rapidement vos salades, rapidement vos radis, et puis après au pied, bah, mettez, si c'est en fin de saison, mettez de la mâche. Alors après, c'est sûr, pour passer entre deux, c'est pas facile. Mais bon, voilà, la logistique, c'est à vous de voir à peu près ce que vous faites dans vos parcelles. Alors, Mich Mich, bonsoir Adolphe, je recherche des graines de cacahuètes. Oui, c'est vrai que j'avais fait des graines de cacahuètes à un moment donné, et bah, moi j'ai, voilà, avec les années un petit peu pourries qu'on a eues, les cacahuètes ont eu du mal. Là, l'année dernière, j'en ai fait, j'ai rien vu. Donc, bah, j'en propose plus sur mon site, donc il faudra en trouver sur d'autres sites. Et voilà, parce que bon, je pense qu'au nord de la France, les cacahuètes, c'était pas terrible, sauf si on les faisait en pot. Alors j'avais proposé ça aux gamins, ça avait marché, ils avaient quelques coques de cacahuètes. Mais bon, voilà, moi j'ai arrêté parce que j'ai qu'un seul fournisseur de cacahuètes. Et ce qu'il me propose maintenant, c'est des cacahuètes hybrides et machin, des bidules. Et si j'achète un seul paquet de cacahuètes, ça va me coûter une fortune en transport. Et je suis pas trop cacahuète hybride, donc c'est vrai que je voulais récupérer mes graines. J'ai pas pu. Il m'en reste encore quelques-unes que j'ai, que je vais encore refaire le test. Je vais encore essayer. Vous voyez, je suis un peu fou, mais je vais encore essayer. Mais j'ai pas assez pour vous proposer des graines. Alors peut-être que s'il y a une année ça marche, j'en remettrai sur le site peut-être. On verra. Mais ce que je veux surtout, c'est vous donner des cacahuètes ou comme je vous propose sur le site internet, des graines de mon potager, qu'il n'y a pas d'engrais chimiques et autres, et que c'est des vraies graines qui poussent, parce que moi je les fais pousser, donc je vois pas, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas chez vous. Et que je vais développer ce genre sur mon site internet, tout ce qui va être une page de graines, que à fur et à mesure je vais rajouter les graines que je peux vous proposer, donc qui seront adaptées au climat du nord de la France, mais si c'est adapté au nord de la France, ça peut être aussi adapté bien sûr au sud, avec tout ce qu'il faut faire pour bien les faire démarrer et faire une bonne culture de ce genre de graines. N'oubliez pas que je vous ai fait aussi des fiches techniques sur comment récupérer vos semences. Ça, c'est les dernières fiches que je vous ai proposées. Et pareil, c'est le même prix que les autres. Et allez-y, comme ça va vous donner un petit coup de main. Et surtout, faites-les en famille. C'est beaucoup de boulot, je le répète, mais voilà, amusez-vous, c'est ça le plus important. Une autre petite question de Franck, ça veut dire quoi nettoyer des aromatiques, de les éclaircir? J'avais fait un petit test parce que je voulais faire un petit short, mais comme je suis un super geek, comme on dit, j'avais pas vu que les shorts ça se faisait avec un appareil photo, c'est un appareil, un smartphone et autres, et je n'ai pas ça, moi j'ai encore un vieil appareil. Pourquoi je n'ai pas de smartphone et autres qui vaut une fortune? C'est parce que comme je travaille dans la terre, j'avais un beau petit téléphone un jour, et bah, je l'ai fait tomber dans l'eau, je l'ai cassé, et puis j'ai dit par rapport au prix, je vais pas m'amuser à acheter un machin à plus de 1000 balles. Donc là, j'ai des petits téléphones qui vaut 30 balles. Et miracle, c'est un téléphone qui téléphone, mais qui fait pas de photos, qui fait pas de vidéos. Donc je pouvais pas faire le short, donc c'est pour ça que j'ai fait un test de cette petite vidéo et comment je voulais vous faire, et je referai certainement, pour vous donner un petit peu l'évolution de ma pépinière, de voir aussi ce que je fais en dehors du potager, qui est mon vrai métier, c'est-à-dire qui est mon vrai métier c'est aussi youtubeur, c'est aussi vous montrer des vidéos. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos où je vous demande de participer, parce que si je calcule le temps que je passe à faire mes vidéos et ce que je gagne en pub c'est YouTube, je ne mangerai pas, je serai tout maigre et je ne mangerai plus, et puis je serai obligé d'arrêter parce que je ne pourrai pas payer mon électricité ou autre qui me sert pour vous faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire une petite participation sur Tipeee, ou comme beaucoup le font, aller sur le site, au lieu d'acheter ailleurs et à gauche, et je suis au même prix, et surtout le plus important sur mon site, moi je vous sélectionne sur mon site des produits professionnels, aussi sur la boutique Amazon. Et pourquoi j'ai choisi Amazon, c'est parce que
comme bien beaucoup de personnes pensent que Amazon, personne n'y va, mais Amazon, il fait des millions de vues par jour. Hein, vous savez, ce genre de personnes qui me disent oh, je n'achète pas des produits comme ça, et puis qu'on les voit, moi, sur mes marchés, hein, acheter des poireaux dégueulasses, des gros fûts parce qu'ils sont moins chers et plus gros que mon petit vendeur maraîcher qui fait, lui, des vrais poireaux, mais qui sont pas jolis et qui sont un peu plus chers. J'en connais beaucoup de personnes qui disent ça, mais devant la caméra, et puis derrière, bah, ils achètent des cochonneries. Alors, une autre petite question sur la vidéo que j'avais faite sur les serres tunnels, ce qu'on vous cache. Donc, bah, elle revient hein, tous les ans à cette époque-là, parce que tout le monde va acheter une serre. Et la question, c'est, je vous ai écouté avec la plus grande attention, mais pour l'éloquence dans votre exposé, je voudrais savoir si, pour une serre bâchée en hauteur par un film plastique et les extrémités d'un revêtement moustiquaire, serait-il encore important de soulever la moustiquaire pour une aération? Je vous en remercie. Bah non, une moustiquaire, ça fait déjà l'aération normalement, hein, si elle est pas, si elle est régulièrement nettoyée. Donc effectivement, bon, la moustiquaire, en fonction de l'importance, bah, vous regardez quand il y a du vent, si ça circule dans votre serre, il n'y a pas besoin. Le plus important aussi, c'est que ça circule sur les côtés et sur les embouts, c'est-à-dire ouvrez vos portes si vous en avez, et comme ça l'air circule dans tous les sens. Ça c'est important, comme je vous avais toujours dit, c'est important que l'air circule, surtout quand il fait chaud. Par exemple, une tomate quand elle est cultivée au-dessus de 20 à 25 degrés, elle commence à faire la tête, c'est-à-dire qu'au-dessus de 20 à 25 degrés, la fleur a du mal à se polliniser. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle s'avorte. Si vous avez une serre, le problème, par exemple, quand vous partez au boulot, vous n'ouvrez pas votre serre le matin, bah, dans la journée, vous n'êtes pas là, et la serre, si vous laissez votre plastique, bah, il va faire 40 degrés dans votre serre. Puis vous rentrez, vous dites ah, j'ai pas réussi mes tomates, comment ça se fait, les fleurs, ils tombent. C'est parce qu'il fait très chaud. Trop chaud, ça a dépassé les 20, 25 degrés, voire 25 degrés. Ça a dépassé, puis bah, le pollen, bah, il grille, hein. C'est plus compliqué que ça, mais bon, voilà, c'est un peu comme ça. Donc, aérer ou demander à quelqu'un, à partir de l'heure où il fait vraiment, vraiment chaud, d'ouvrir vos portes, d'aérer vos cultures quand ils sont importantes sous vos serres ou tunnels. Alors, une autre question de Nancy. Bonjour, quel terreau prenez-vous un pour semis, un universel est suffisant, merci. Alors moi, les terreaux, j'ai toujours dit que les terreaux, c'était une recette. C'est une recette de cuisine. Ils sont adaptés par rapport à ce que vous allez faire. Si vous avez besoin de faire de la micromotte, par exemple, il faut quand même un terreau quand même assez compact. Donc moi, j'utilise un terreau quand même avec des tourbes à l'intérieur et que de la tourbe et pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que la motte elle soit compacte quand je vais la sortir pour pouvoir la remettre soit en pleine terre, soit dans des godets. Après, si vous faites dans des terrines, là, il n'y a pas besoin d'avoir un terreau compacté. Le plus important, c'est qu'il faut, en fonction de la grosseur de votre graine. Si vous mettez des haricots, par exemple, dans un godet, votre graine elle va pouvoir pousser les petits bouts de bois, les petites choses comme ça sans problème. Par contre, si vous faites des petites graines, par exemple, je ne sais pas si vous faites des graines, par exemple, souvent dans les graines de fleurs, par exemple, les auxiliaires de fleurs, le muflier, par exemple, le muflier, ça a des petites graines, mais fines, comme toutes fines. Donc toutes fines, si vous mettez dans un terreau universel, il y a plein de bouts de bois, des machins, vous allez la rater, et puis l'eau va moins bien être dedans, ça va stagner, puisque la graine est toute petite, donc il faut quand même un terreau allégé. Donc si vous prenez un terreau universel, parce que universel, ça ne veut rien dire. Le terreau de l'horticulteur, le terreau géranium, le terreau machin, c'est que du marketing. Bien souvent, il faut regarder derrière. Vous regardez derrière ce qu'il y a, des tourbes, des composts, des engrais, du fumier, des feuilles, ouais, voilà, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Plus un sac de terreau va être lourd, plus il va avoir de la matière dedans. Là, ça va être le moment des terreaux pas chers, où il va avoir que de la sueur de bois, par exemple. Un peu de tourbe, de la sueur de bois. Donc ça va être bien pour alléger un nouveau potager. Voilà, il faut regarder dedans s'il n'y a pas trop de cochonneries, parce que des fois on voit des trucs, des cailloux, des bouts de plastique, des bouts de machin, parce que les gars ils ont acheté ça je sais pas où, et c'est de la vraie merdouille. Donc toujours avant, achetez un sac, regardez comment il est composé, et vous dites, bah là il est bien, donc je vais pouvoir en prendre. Mais ces bases de terreau sont là pour, comme un compost, pour amender un petit peu, c'est-à-dire amender, alléger surtout un petit peu, donner un coup de légèreté à vos terres argileuses par exemple. Par contre, pour tout ce qui va être semis, si vous n'avez pas autre chose, si vous n'avez que ça, bah vous ne pouvez pas acheter de terreau à semis par exemple, parce que le terreau à semis c'est une recette bien particulière.
le terreau universel, par exemple, ou le terreau horticole, bah, vous le tamisez. Et vous allez voir, quand vous allez tamiser, vous allez remonter pas mal de petits trucs pour obstruer la pousse de cette petite graine. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas non plus, par exemple, que du compost, parce que je vois des petites recettes un peu sur Internet, YouTube, où le gars il fait un peu de compost avec de la terre argileuse. Non, la terre argileuse, ça va être compacté. Quand vous allez avoir un peu du mal à avoir à arroser, par exemple, vous allez être parti au boulot, vous revenez le soir, si vous avez mis trop de terre argileuse dans un terreau à semis pour des petites graines, ben, votre terre va être compacte et ça va asphyxier la graine. Donc, pas d'argile dans le terreau à semis. Vous mettrez un petit peu d'argile quand vous allez faire vos godets, vos pots. Plus ça va grandir, plus là il y aura besoin d'une structure compacte d'argile, mais en proportion, comme un petit peu, comme je vous ai toujours dit, un petit peu de ci, un petit peu de ci, un petit peu de ça. S'il y a trop de ça, c'est pas bon. Donc, terreau à semis, c'est léger et bien souvent, c'est de la tourbe. Et maintenant, ils sont respectueux de récupérer de la tourbe. Ils font ça dans des endroits bien spécifiques. Pour ça, c'est de l'élevage, on va dire comme ça, mais c'est quand même mieux si vous faites beaucoup de semis, de prendre un bon terreau à semis. Vous allez réussir de votre côté à 100%. Si vous n'avez pas le choix, si vous faites un petit peu, tamisez votre terreau, le terreau que vous avez. Alors surtout pas de terreau terre de bruyère, hein, surtout pas. Un terreau universel, généralement, c'est neutre. Comme je vous ai toujours dit aussi, pour avoir une neutralité dans un sol, il faut à peu près entre 6 et pas plus de 7 de neutralité, c'est-à-dire en dessous c'est du calcaire, au-dessus c'est acide, donc il faut trouver le juste milieu. Et bien souvent, ces terreaux qui sont vendus pour le particulier, ils sont bien. Regardez aussi derrière, ça va être marqué. Ça va être marqué terreau à 6 ou 7, vous allez le savoir. Il faut regarder derrière l'étiquette, comme ce que vous achetez quand vous mangez quelque chose. Il faut regarder derrière si vous pouvez. Et bien souvent sur les terreaux, c'est pas marqué en petit, c'est assez gros et vous n'avez pas besoin de vos lunettes. Alors, une autre question de Valérie. Alors, pour moi, ça va être une sacrée prise de tête parce que j'ai des buts qui n'ont ni la même longueur ou largeur et qui ne sont pas rangées toutes pareilles. De plus, je ne plante pas de je ne plante pas de range, je ne plante pas de rang d'un seul légume peut-être. Je mélange même derrière puis devant, tomates au pied salade. Bref, mon potager ressemble plus à un vrai foutoir, donc je ne suis pas certaine que ce genre de plan m'arrange ou alors je vais passer ma journée. Non, moi, ce qu'il m'aurait fallu, c'est un plan d'association de légumes qui s'étendent bien, s'étendent bien entre eux et ou qui s'entraident mutuellement. Ouh, j'ai du mal à lire, hein. Alors, ce qu'il faut faire, hein, Valérie, c'est prendre les fiches techniques. Sur les fiches techniques, tout est marqué. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Après, le jardin vous ressemble. C'est votre jardin. On s'en fout que votre jardin soit dans les, il n'y a pas de critère de se dire tout doit être en ligne, machin. Si ça vous plaît comme ça, c'est votre jardin. C'est vous, ça vous ressemble vous. Je vois la petite photo de Valérie, c'est une petite photo d'une petite fille joyeuse et autre. Voilà, ça vous ressemble, vous avez des petites couettes, des petits machins, des petits bidules. Votre jardin, bah, vous mélangez des légumes, vous mélangez des fleurs, vous faites des hauteurs. Ça marche, ça marche pas, on s'en fout après. Après, c'est votre jardin. Voilà. Après, qu'il y ait des buts, des pas de buts, machin, bah, quand vous allez faire vos tests dans vos trucs, ça a marché, vous notez, ça n'a pas marché, pourquoi, pour qui. Regardez bien par rapport à la saison, parce que d'une année à une autre, vous allez faire la même chose, sur la même butte, sur la même chose, et puis il a fait chaud, il a fait froid, machin, ça ne sera pas le même résultat. Donc, le potager, vous faites votre propre potager. Tout ce que je vous dis là, c'est de la généralité. Je vous donne un petit coup de main. Bien sûr, tout ce qui va être association de légumes, c'est plus ou moins des tests qu'on a fait, mais faites vos propres tests et vous verrez bien. Allez voir sur les fiches techniques, tout est indiqué. Alors, une autre question de Lionel, ça c'est pour les fiches, la fiche du 9 février, tu devrais changer de musique chaque mois ou semaine. Alors Lionel, oui, mais la musique, je paye moi le logiciel où j'ai très peu de musique. Donc c'est pour ça que je demande de faire aussi de la participation. Si tu veux des belles musiques, tout ça, participe sur Tipeee ou va sur le site internet, commander des produits et ça me permet d'agrandir le logiciel. Dans les logiciels, ils me disent, hein, si vous voulez plus de musique, c'est tant. Et c'est normal, il faut quand même rétribuer aussi le gars qui fait de la musique.
Donc de la musique, j'ai prévu d'en mettre une autre courant au mois de juillet. Donc ça va arriver, mais je ne peux pas en mettre chaque semaine parce que je n'aurai pas assez de musique, ou alors il faudra que je dépense une fortune. Et ce genre de vidéo me rapporte rien, pratiquement rien, en pub sur YouTube. Ensuite, Sébastien, question pourquoi pas sur le sol direct, cela garderait plus de chaleur que le polystyrène? Non. Alors ça, c'est comment réaliser une table chauffante pour vos semis. Alors, il est bien sûr, pourquoi pas sur le sol direct. Alors sur le sol direct, par exemple, les anciens maraîchers, encore des anciens, moi je connais des maraîchers qui font encore leur culture d'endives où ils ont mis des câbles chauffants directement et il y a un système de protection à mettre pour pas que le câble, donc c'est des câbles qui résistent à l'eau bien sûr, mais il y a tout un pli un peu comme du feuilletage pour éviter qu'il soit abîmé. Il y a tout un système de remettre du terreau, de garder quand même le terreau humide. Donc attention quand vous faites une culture sur sol, directement sur sol, votre terreau, votre terre va sécher énormément. Donc il faut faire attention de bien réguler tout ce qui va être arrosage. Parce que la chaleur va venir du fond. Regardez quand vous avez une maison chauffage au sol, vous voyez que l'atmosphère n'est pas pareille. Vous sentez que c'est plus, voilà, c'est plus sec, c'est plus. Vous voyez, pour ceux qui ont ce genre de chauffage, ils comprendront ce que je veux dire. Donc voilà, c'est plus difficile de faire de la culture avec un chauffage au sol directement dans le sol direct que sur des tables. Des tables, il y a quand même, on régule un peu plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit dans ce genre de vidéo qu'il faut mettre plusieurs couches. Donc la couche de polystyrène ou une couche d'isolant, c'est pour éviter de dépenser trop d'énergie. Donc on met ça en dessous. Après, il y a un système en fonction des câbles que vous allez mettre. Là, ce que j'ai montré, c'était des câbles. J'ai montré aussi sur un tapis directement. Donc ce tapis-là, il y a déjà une espèce de feuille d'alu qui protège les câbles à l'intérieur. Et là, l'arrosage est quand même mieux. Après, vous pouvez le mettre, par exemple, oui, sous la terre si vous voulez, ce genre de truc, mais vérifiez bien l'arrosage. Moi, je ne vais pas faire sur les tables, c'est question parce que je suis feignant, ou je ne veux pas me baisser et puis faire mes semis, mes machins, mes trucs. Et aussi, quand c'est des jeunes semis, en pot ou en plaque, en godet ou autre, les limaces sont là. Que sur une table, ils vont un peu moins au début aller sur les tables, mais il faudra quand même surveiller sur les tables aussi, parce que les limaces ou escargots sont très inventifs pour venir manger. Ils le sentent, hein, quand il y a des jeunes plants où ils n'ont rien à manger, ils viennent, ils ont que ça à faire, donc ils viennent manger vos semis. Alors, une autre question. Bonjour Rodolphe, j'aimerais savoir quand semer les fèves, à l'abri ou en plein air. Merci d'avance, bonne soirée. Donc ça, c'était que faire au mois de février. Donc en fonction de la région, hein, je vous le dis dans les fiches que vous avez tous les matins. À 7 heures du matin, là vous avez les fiches où je vous dis s'il faut semer les fèves en fonction de votre région. Donc en ce moment, les fèves, là, aujourd'hui, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. N'oubliez pas de fêter la Saint-Valentin à tous ceux qui sont amoureux. Et il faut, en fonction de ça, donc maintenant on peut commencer sous abri dans le nord de la France. On peut commencer si vous avez une serre, un châssis, plutôt un mini tunnel si vous voulez le faire, on peut commencer. Le plus délicat, c'est la germination. Donc il faudra surveiller si le matin il gèle ou pas quand vous allez faire votre semis. Si vous avez fait votre semis, puis si le germe sort tout doucement et que vous entendez le soir il va geler, mettez un voile de protection. Vous pouvez retrouver sur le site internet. Ça c'est important, vous mettez un voile de protection. De toute façon, en ce moment, le voile de protection, hein, c'est comme le voile de la mariée, il en faut. Ça c'est clair et net, il vous faut un voile de protection, surtout si vous voulez avancer vos futures cultures de légumes. Ça c'est important. Donc après ensuite la même question de la même personne de Wang. On a besoin d'un tapis chauffant pour les semis et d'une lampe pour les plantes. Merci d'avance. Donc ça c'était sur la petite note que j'avais fait sur l'agenda. Alors on a besoin d'un tapis chauffant pour les semis ou d'une lampe pour les plantes. Alors si vous faites les semis à l'intérieur de la maison, effectivement, il va falloir investir dans des lampes. Je vous ai fait une petite sélection sur parce que j'en fais pas moi des lampes, je l'ai mis sur la page Amazon où là je vous ai fait une petite sélection de lampes. Alors,
moi, je vous ai toujours dit, si c'est pour faire 3 pots de machin, user de l'électricité, ça sert à rien. Maintenant, si vous voulez vous amuser, et le jardin, j'ai toujours dit qu'il faut s'amuser, si vous voulez investir dans ce genre de lampe, là, en fonction de la grandeur, en fonction de l'emplacement, ne dérangez personne à la maison, pensez pas qu'à vous, il y a très peu d'espace dans les maisons, et sauf si vous avez un château. Mais voilà, si le mieux, hein, c'est comme moi je vais vous montrer là bientôt, c'est d'avoir un tunnel froid avec une table avec un tapis chauffant. Et là, il n'y a pas besoin de lampe puisque ça va profiter avec les plastiques et autres, de profiter de la lumière du jour normal. Donc là, il n'y aura pas besoin d'investir. Mais c'est sûr que je ne vais pas le faire là maintenant. Je vais le faire à la fin du mois, à la fin du mois de février. Donc dans 15 jours à peu près, je vais commencer toutes mes semis de légumes tropicaux, hein, tomates, piments, poivrons, tout ça. Parce que moi je suis dans le nord de la France, et si c'est pour dire oui, je vais gagner, je vais les faire au mois de janvier, et puis d'attendre 20 ans avant de les planter dehors, parce que comme je vous ai dit, n'oubliez pas que plus on va aller dans le temps, plus avec le réchauffement climatique, ça a été prouvé, que plus on va arriver, plus le mois de mars, avril, mai, on aura encore des gelées le matin. Donc les anciens disaient toujours attendre les 5 glaces, ça va se révéler de plus en plus. Donc faites attention, c'est pas la peine de vous précipiter. Je peux vous dire qu'un plan que vous allez avoir fait début février et moi fin février, je peux vous dire qu'en pleine saison, vous ne verrez pas la différence. Donc à voir pour l'investissement d'une lampe. Comme vous voulez, allez voir sur le petit lien que je vais vous donner dans la description, allez voir ce que vous voulez. Si vous voulez vous amuser, c'est ça le plus important. Alors, une autre question de Serge. Bonjour Adolphe. Quand nettoyer les framboisiers et couper le bois quand les branches mesurent plus d'1,30 m? Merci. Alors, dans les framboisiers, il existe des framboisiers non remontantes comme les fraises et remontantes. C'est-à-dire, les non remontants, ils vont vous donner beaucoup de framboises pendant une période bien donnée. Généralement, on va dire en fonction des régions, mai, juin, juillet, en fonction du climat. Et là, il va falloir tailler à ras après la fructification, c'est-à-dire une fois qu'ils ont donné tous les fruits, là on peut tailler à ras. Il y a d'autres qui vont vous dire non, mais moi je le fais, ça marche très très bien. C'est pour redonner de la vigueur et vous aurez des bons fruits pour l'année prochaine. Pour les variétés remontantes, c'est-à-dire ils vont donner à peu près la même période avec un mois de décalage, hein, mai, juin, juillet, et ça va remonter plutôt fin d'été, et ça va vous, moi par exemple en Normandie, ça me donne des framboises qui sont moins goûteuses que les premières, les meilleures, c'est vraiment la bonne saison, mais qui vont donner par exemple octobre, novembre, voire décembre, comme l'hiver est doux, ça va me donner des framboises et moi je les mets, je les garde, je l'ai déjà dit, dans des petites boîtes et au congélateur et je fais mes coulis, donc je rajoute un petit peu de sucre parce que c'est vrai que ces framboises donnent, sont moins goûteuses. Mais la framboisée, là, si vous faites des petites pâtisseries, bah, vous les mettez dessus, ça donne le même goût. Et si vous aimez les framboises acides, là c'est ces framboises-là qu'il faut faire. Alors n'hésitez pas, par exemple, récupérer les framboises estivales, donc vous marquez, comme ça vous savez que celles-ci sont plus sucrées, et les autres moins sucrées, par exemple celles que vous avez récupérées au mois de décembre, octobre, novembre, décembre. Alors, pour tailler ce genre de framboisier remontant, c'est la même chose. On taille à chaque tige qui a donné des fruits, on taille à ras. Donc, la même chose, ils vous ont donné des framboises mai, juin, juillet. Vous voyez que il y a la tige, il n'y a plus de framboises. Vous coupez à ras. Et là, il y en a une autre qui va remonter. Une autre tige qui va vous donner d'autres framboises pour le mois d'août, par exemple, en fonction des saisons, hein, août, septembre, octobre. Et cette tige-là, vous la taillerez là en ce moment. Vous pouvez la tailler en ce moment à ras et vous allez voir qu'il y a d'autres tiges qui vont arriver plus tard. Donc moi, par exemple, les tiges d'1,30 m, moi je taille tout à ras. Après, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, moi je les taille à 50 cm, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais. Je peux vous dire que quand votre framboisier est bien installé, et ça en jette, ça donne énormément de framboises. N'hésitez pas, comme c'est un légume à fruits, de mettre, c'est un légume à fruits, c'est un arbuste, un petit fruitier à fruits, un petit fruitier, donc mettez un petit peu de cendre, donc très peu, hein. Par pied, c'est une petite cuillère, une petite pincée par pied de cendre de votre insert ou autre, de cendre de charbon de bois ou des choses comme ça. Le mieux, c'est moi j'ai un insert, hop, je mets ma petite cendre autour. Si vous n'en avez pas, mettez d'autres engrais,
qui ont, regardez bien toujours, c'est de l'azote, potasse, oui, c'est du NPK en fin de compte. NPK, il faut que quand vous avez des fruits, le NPK, le K soit plus important, c'est lui qui va vous donner plus de fruits. Pour les tomates, tout ce qui est légumes fruits, c'est quand vous achetez votre engrais naturel, il faut que cette partie-là soit plus importante. Alors le mieux, c'est vrai que dans les engrais, il faudrait acheter par exemple, si vous faites des engrais, un légume feuille, avoir un engrais pour légumes feuilles naturel, un engrais pour légumes fruits, un engrais pour légumes, c'est-à-dire un engrais pour petits fruitiers qui ont besoin de plus. Par exemple, les fruitiers, les framboisiers, myrtilles et groseilliers, eux, ils ont besoin d'un peu plus de produits, on va dire, de NPK par rapport à un légume creux. C'est-à-dire, je m'explique, une tomate, c'est un légume vivace. Un légume, c'est un framboisier, c'est un légume arbustif. Donc il faudra un engrais différent par rapport à vos légumes fruits. Vous voyez, il faudrait des petites recettes. C'est comme un cuisinier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut adapter par rapport à votre jardin, par rapport à l'environnement, par rapport à votre sol. Si vous avez un sol argileux, c'est pas la même quantité d'engrais qu'il faudra mettre, la même quantité de compost. Si vous avez un sol sableux, c'est pareil. Donc vous voyez, vous faites des tests, vous regardez. Si vous voulez être calé, il faudra tester votre sol et regarder comment il est. Un bon sol pour faire de la culture, c'est un sol neutre entre 6 et 7. Alors, la dernière question de 4. Bonjour Rodolphe, merci vraiment pour cette vidéo. J'attendais des infos à ce sujet. Pourquoi faut-il arroser la nappe d'irrigation? Faut-il la maintenir toujours humide? Je ne comprends pas trop pourquoi. Merci de m'aider. Catherine, si je mets une plaque, donc 4 c'est Catherine, si je mets une plaque de plastique de 4 mm en dessous, est-ce que cela peut convenir? Je n'ai pas de polystyrène, merci. J'ai la même nappe chauffante et thermostat, j'ai également une toile tissée, j'ai aussi la nappe d'irrigation. Bah donc, bon, pour la nappe, pourquoi faut l'arroser? Parce que ce qui va se passer, c'est que il faut de l'humidité entre la nappe, c'est-à-dire entre les câbles que vous allez mettre, et puis la plante que vous allez poser dessus, c'est-à-dire les pots, les plaques, quoi que vous allez mettre. Si c'est sec, si c'est dur, déjà, ça risque, normalement non, mais de brûler. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si c'est trop chaud, si votre nappe est un petit peu mal réglée ou autre, ça peut arriver que ça brûle. Donc vous allez retourner, ça peut faire des petites taches noirâtres en dessous. Donc ça, c'est pas la première priorité. Ce qu'il faut, c'est quand vous allez mettre vos plantes entre les câbles et la nappe, il faut que ce soit humide. Il faut de l'humidité pour que vos plantes, vos graines germent. Il faut un environnement hydrométrie importante. Il faut que l'air circule. Quand vous allez donner de la chaleur, il faut qu'il y ait de l'humidité. Si c'est un environnement sec, et ben vous n'allez rien donner. C'est-à-dire que vos plants, vos graines vont germer. Et à un moment donné, bah, si en dessous c'est sec, bah, les racines vont toucher ça et ils vont pas être bien. Donc il faut humidifier la nappe, ça c'est important. Et l'autre, la plaque de plastique. En fin de compte, en dessous la nappe, en dessous entre la table et la nappe, c'est une question de garder, de pas avoir de perte de chaleur. Donc le polystyrène exprès que je vous propose, c'est un polystyrène qui ne brûle pas. Et automatiquement, si vous mettez ce genre de nappe qui est en rouleau, ça vous permet perdre, de garder d'éviter de perdre de la chaleur. Donc de se dire, si admettons vous voulez être à 18, si vous mettez ça sur une plaque de plastique qui va rien garder du tout, ça va garder un petit peu, oui, mais pas plus qu'un polystyrène. C'est ce qu'on met. C'est ce qu'on met pour justement garder la chaleur. C'est un isolant naturel. C'est un naturel, non, pas le polystyrène. Mais bon, il existe certainement d'autres isolants naturels, mais je pense que si vous mettez un isolant de paille ou de mousse naturelle, quand vous allez arroser, vous allez être obligé de la changer régulièrement et ça va être un coût supplémentaire. Le polystyrène, ce genre de polystyrène, une fois qu'on le met, on le garde à vie. Si vous faites bien attention, c'est un achat, vous le gardez à vie et comme ça, vous ne refabriquez pas d'autres polystyrènes ailleurs. Donc c'est surtout pour regarder, plus il va être épais, plus ça va être un isolant et ça va vous éviter de chauffer énormément. Donc la plaque de plastique, le polystyrène, on en trouve partout. Hein. On en trouve partout, c'est pas très cher. Vous allez dans votre magasin de bricolage, vous en trouvez et vous dites bien au gars, voilà ce que je veux faire. J'ai tel, on m'a dit de mettre un polystyrène, lequel je dois mettre, et puis le gars va vous dire c'est celui-là.
Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les questions-réponses, j'espère que ça va vous donner envie de continuer à faire du potager, ça c'est le plus important. Est-ce que ça va vous donner aussi plein d'idées par rapport à toutes les autres questions qui ont été posées? J'espère que j'ai bien répondu, j'ai pas été trop long, j'ai donné mon point de vue. Et ben, je remercie tous ceux qui ont participé aussi à ce genre de questions-réponses. Et n'hésitez pas, vous, si vous avez d'autres questions encore, je continuerai à faire ce genre de vidéo. Alors comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé le faire en direct, mais comme j'habite à la campagne, le réseau est pourri. Donc je le fais ce genre de format et quand ça ira mieux, ben, je le ferai en direct. Donc voilà, j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec moi et je vous dis bah, à mardi prochain et regardez bien les vidéos tous les matins, ça va vous donner un coup de main. Et aussi, soyez patients, ça va arriver, on a tous envie de gratouiller la terre, on attend, et n'oubliez pas de vous préparer pour les futurs semis. Allez sur le site, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Moi, je vais démarrer fin février, donc dans peu de temps. Allez, moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!